Salut mon beau peuple, je suis Su et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot et les curiosités, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et laissez votre like. Et passons à la première histoire. Eh bien, cette histoire montre que l'amour d'un père pour son enfant peut dépasser toutes les barrières et aller bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. En janvier 2015 au Texas, aux États-Unis, George Pickering, âgé de 27 ans, a subi un grave accident vasculaire cérébral et a été hospitalisé. Et les médecins ont tout essayé, mais malheureusement, ils ont dû annoncer à la famille une nouvelle que personne ne veut entendre. À la suite de cet accident vasculaire cérébral, il a été déclaré en état de mort cérébrale et il n'était en vie que grâce aux machines qui le maintenaient en vie. Les médecins ont dit que la situation était déjà irréversible et qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils ont conseillé de débrancher les appareils car il n'y avait plus rien à faire. Vous imaginez bien que la famille était dévastée, n'est-ce pas? N'importe qui serait anéanti par une telle nouvelle venant de quelqu'un, n'est-ce pas, d'un membre de sa famille. Mais celui qui a le plus mal pris cette nouvelle, c'était le père de George. Il était complètement abattu, perdu, parce que c'est un père avec son fils, n'est-ce pas? Il ne savait plus quoi faire, il a été très affecté par cette nouvelle, évidemment, n'est-ce pas? En apprenant la mort cérébrale de son fils, le père s'est senti complètement perdu. Et sa propre épouse lui a suggéré d'aller faire un tour, de prendre l'air, parce qu'il était vraiment très bouleversé. Et il est sorti de l'hôpital, il est allé dehors, il a décidé de prendre l'air et d'essayer de se calmer pour voir comment il allait réussir à gérer cette situation. Et pendant l'absence du père, la mère et le frère de George ont décidé d'autoriser l'arrêt des machines sans en parler au père. Comme souvent dans ce genre de situation, tout va très vite. Alors l'hôpital a commencé à essayer d'appeler les personnes qui allaient recevoir les organes de George pour voir s'ils pouvaient organiser tout cela à temps. Pendant ce temps, la mère et le frère de George ont organisé les funérailles. Et puis, pendant que la mère et le frère de George essayaient de faire ces arrangements funéraires et d'autoriser l'arrêt des appareils, le père de George est revenu à l'hôpital. Et puis, quand il a appris qu'ils avaient donné l'autorisation, il est devenu fou de rage, évidemment, non, n'importe qui le serait. Il a commencé à crier à l'hôpital, il disait à tout le monde qu'il n'acceptait pas ça, que c'était une erreur. Il refusait de croire que son fils était mort, et il voulait juste avoir une chance de plus de voir son fils vivant. En fait, ce que le père de George voulait, c'était que tout le monde attende un peu plus, parce que comme l'AVC et tout ce qui s'est passé ont été très rapides, bien que les médecins affirmaient que la situation était irréversible, il souhaitait que tout le monde attende encore, pour voir si George réagirait soudainement. Et que si jamais il restait plus longtemps branché aux machines, il aurait peut-être cette chance de se rétablir. Et alors, sa femme et son autre fils ont essayé de le calmer en disant « Papa, il n'y a plus rien à faire, c'est déjà irréversible. » Mais il n'acceptait pas. Il est parti en courant, dans le couloir, essayant de trouver les médecins et suppliant pour l'amour de Dieu d'attendre encore un peu parce qu'il croyait encore que George pouvait reprendre conscience. Mais les médecins, dans toute cette situation, essayaient de lui expliquer qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire, que l'état était déjà irréversible. Et plus il prenait de temps avec toute cette procédure pour débrancher les machines, plus il risquait de nuire à ceux qui allaient recevoir les organes de George. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père était dévasté. Il est parti complètement perdu, il a erré dans l'hôpital, dévasté, anéanti. Il a décidé de retourner dans la chambre de George. Il s'est penché sur son lit et il a supplié « Pour l'amour de Dieu, mon fils, donne-moi un signe de vie, montre-moi que tu es vivant. » Mais George, rien. Les médecins sont alors entrés et ont dit « Il n'y a plus rien à faire, nous devons commencer à débrancher les machines. » Et le père de George est sorti de là complètement anéanti, il ne voulait parler à personne, il a repoussé la mère, il a repoussé le fils, il est parti en courant et il est allé jusqu'à sa voiture qui était sur le parking de l'hôpital. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une arme qu'il avait dans la boîte à gants de la voiture et il est reparti en courant vers l'hôpital. Alors, il entre dans l'hôpital avec l'arme et menace tous les médecins, les infirmiers. Il a menacé et pointé son arme sur tous, ordonnant à chacun de quitter la chambre de George pour rester seul avec son fils. Regarde où tout ça va mener. Et son père, qu'a-t-il fait? Il est resté là. Des heures et des heures là, au chevet de son fils,
main dans la main et avec l'arme pointée vers la porte, pointée sur les médecins, les infirmiers et tout le monde dehors dans ce stress, n'est-ce pas? Et à chaque instant, le père de Georgie regardait avec cet espoir que son fils allait réagir, mais rien. Il ne montrait aucun signe de vie. Après des heures dans ce drame, l'équipe médicale et tout l'hôpital ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'ils devraient appeler la police. Et là, le SWAT, qui est l'unité d'élite américaine, a été appelé pour résoudre la situation. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le SWAT arrive à l'hôpital et ils commencent à essayer de négocier avec le père. Écoutez, ce n'est pas comme ça. Allez, on va discuter. Et pendant ce temps, ils se préparent à faire irruption dans la chambre, parce qu'il met beaucoup de gens en danger avec son arme, il pourrait finir par tuer ou blesser d'autres personnes. Mais le père de Georgie n'était pas du tout prêt à conclure le moindre accord. Il voulait seulement qu'on garde son fils en vie. Et à ce moment-là, le SWAT a défoncé la porte et est entré dans la chambre. Et dans ce court laps de temps qu'il a eu, il tenait très fort la main de Georgie. Quand le SWAT est déjà entré, il a senti Georgie lui serrer la main. Et là, il a paniqué. Pourquoi? Toute cette situation, la police le jette au sol, tente de le menotter, il crie « Il est vivant, il est vivant ». Imaginez le désespoir, les amis. Et le père, qu'a-t-il fait? Lui, sachant que son fils lui avait serré la main, il a jeté son arme et a commencé à parler à tout le monde. Il est vivant, regardez, regardez, regardez là-bas. Tout ce chaos qui se passait là, les policiers en train de le menotter, il criait sur l'équipe médicale, les médecins sont venus, ils ont écouté ce qu'il disait, parce que, imaginez, tout le monde était super nerveux, non? N'importe qui le serait. Les médecins se sont tournés pour regarder Jorge et Jorge avait les yeux ouverts. Il bougeait les mains, il établissait un contact visuel comme si rien ne s'était passé. Les gens, c'est fou, non? Voilà la conclusion de l'histoire. George s'est rétabli, il n'a eu aucune séquelle et il mène une vie complètement normale. Après tout ce remue-ménage, les médecins ont en fait dit que si ce n'était pas le père qui avait essayé de maintenir George en vie toutes ces heures avec les appareils, il serait probablement mort. Et le père de George a finalement écopé de 10 mois de prison pour l'intrusion, avec l'arme à feu et les menaces envers l'équipe médicale. Mais toute la communauté, ainsi que les personnes qui ont entendu parler de l'histoire, ont pensé que ça valait la peine qu'il ait perdu seulement 10 mois de liberté pour sauver la vie de son fils. Donc, au final, ça a marché d'une certaine manière. Dans le monde du parachutisme, la sécurité est une priorité. Des entraînements rigoureux, des vérifications méticuleuses de l'équipement et une stricte adhésion aux protocoles de sécurité sont essentiels pour atténuer les risques que ce sport extrêmement radical et dangereux comporte. Mais même les parachutistes très expérimentés ne sont pas à l'abri des accidents. En 1988, le personnage d'aujourd'hui est une sauteuse professionnelle de parachute expérimentée. Evan Lester Maguire était un Américain de 35 ans qui avait pratiquement consacré toute sa vie d'adulte au parachutisme. Il avait déjà accumulé plus de 800 sauts dans sa carrière. Il était extrêmement respecté et expérimenté dans le monde du parachutisme et, en plus, il avait une énorme préoccupation pour la sécurité. Il a toujours suivi méticuleusement les protocoles officiels dans le monde du parachutisme. Il faisait partie des rares parachutistes spécialisés dans la vidéo en saut. Aujourd'hui, filmer ce genre d'image en parachute est devenu très facile, n'est-ce pas? Il suffit de mettre une GoPro comme ça sur ta tête, de sauter, et l'image est magnifique en 4K, toutes ces choses-là. Mais avant, ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? En 1988, c'était une toute autre histoire. Le sauteur devait porter cette énorme caméra lourde, à moitié attachée à son casque, en plus d'avoir un sac à dos avec des cassettes, des batteries, tout ce dont il aurait besoin en plus pour faire les enregistrements. Alors, le 5 avril 1988, il a été embauché par le Centre de parachutisme sportif du comté de Franklin, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et il devait filmer les instructeurs avec les élèves. Mais ce n'étaient pas des enregistrements destinés à être vendus aux élèves, non. C'étaient des enregistrements que le club de parachutisme lui-même allait garder pour pouvoir les montrer aux élèves, afin de leur donner des instructions sur la façon de sauter. Donc c'était vraiment quelque chose pour le club lui-même. Et tout se passait bien, la journée était parfaite pour sauter en parachute, le ciel était dégagé, c'était vraiment idéal. Ivan s'apprêtait à faire son 3e saut de la journée. Alors lui, l'instructeur et l'élève sont montés dans l'avion qui a décollé
et a rapidement atteint l'altitude de 10 000 pieds, ce qui fait à peu près 3 000 mètres de hauteur. Arrivés à l'altitude du saut, ils reçoivent le feu vert du pilote pour pouvoir sauter. Alors Ivan se positionne déjà un peu à l'extérieur de l'avion, et le plan était qu'il saute, avant l'élève et l'instructeur, pour qu'il puisse prendre de bonnes images lorsqu'il sauterait. Et là, il allait devoir utiliser son expérience pour garder les deux dans le cadre de la caméra, n'est-ce pas? Et dès que l'instructeur ouvrait son parachute, le plan était qu'Ivan ouvre aussi le sien pour continuer à filmer l'instructeur et l'élève jusqu'au moment de l'atterrissage. Et maintenant, voici la vidéo troublante de ce qui s'est passé. Ça donne même des frissons, vraiment. Ils suivent le plan et sautent dans de l'avion. Ivan reste proche de l'instructeur et de l'élève jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur parachute et disparaissent de son champ de vision. Et maintenant, c'était le moment où Ivan devait aussi ouvrir son parachute pour continuer à les filmer et les garder dans le cadre. Mais lorsqu'il tend le bras pour tirer la corde et ouvrir son parachute, il ne trouve aucune corde. Il dit « Oh mon Dieu, non !» Quand il a réalisé qu'il ne portait pas de parachute et qu'il n'y avait rien que personne ne puisse faire. Il n'y avait rien pour empêcher ce qui allait arriver alors qu'il tombait à 200 km/h vers le sol. Ivan McGuire meurt instantanément et son équipement de tournage est également gravement endommagé, mais ils parviennent à récupérer quelques images. Oh là là, c'est horrible. Et lorsque l'équipe de secours est arrivée sur les lieux, les secouristes n'ont rien compris en tombant sur cet homme qui avait sauté en parachute. Oui, l'homme qui avait sauté sans parachute. Ils ont imaginé qu'il n'avait peut-être pas bien attaché son parachute et que lorsqu'il a sauté et tiré sur la corde, le parachute s'est détaché de lui. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il découvre qu'en réalité, ce n'est pas qu'Ivan a perdu son parachute pendant le saut. Non, c'est qu'il a vraiment sauté sans parachute, les amis. Mais comment et pourquoi un parachutiste aussi expérimenté a-t-il sauté de l'avion sans parachute? Au cours de l'enquête, ils ont essayé de rejeter la faute de l'accident sur le pilote de l'avion. C'est parce qu'il existe une réglementation en Caroline du Nord qui oblige le pilote à vérifier tout l'équipement de sécurité et à s'assurer que tout le monde porte un parachute avant que le parachutiste puisse sauter de l'avion. Mais la défense du pilote a affirmé qu'il avait bien vérifié et qu'Ivan portait effectivement un sac à dos qui ressemblait beaucoup à un sac de parachute, mais que personne n'avait réalisé qu'en réalité, ce sac contenait ses équipements personnels. De tournage, batteries supplémentaires, bandes, tout ce dont il aurait besoin. Et avec ça, l'affaire a été classée comme un accident étrange que personne n'a remarqué, y compris Ivan lui-même, qui n'a pas réalisé qu'il ne portait pas le sac à dos de parachute, mais celui contenant son matériel de tournage. Comme c'était le 3e saut de la journée pour Ivan, il a peut-être négligé les protocoles de sécurité. Il s'est un peu relâché à ce moment-là et a fini par confondre le poids familier de ce sac à dos contenant le matériel avec celui d'un sac à dos de parachute. Il ne s'est même pas soucié de vérifier une seconde fois pour voir s'il s'agissait vraiment d'un parachute. C'est seulement lorsqu'il a essayé de tirer sur la corde qui n'existait pas qu'il s'est rendu compte qu'il ne portait pas le parachute. Imaginez juste la terreur et toutes les choses qui devaient lui passer par la tête à ce moment-là, les amis. Imaginez-le en train de réaliser qu'il avait oublié de mettre le sac à dos du parachute par-dessus celui avec son matériel de tournage. À présent, il ne pouvait plus rien faire, et ses dernières secondes de vie s'écoulaient. Oh là là, quelle horreur! Déjà, quand on se rend compte qu'on a oublié son portefeuille ou son téléphone quelque part, on a cette sensation horrible, non? Imagine ce qu'il a ressenti quand il s'est rendu compte de la grosse erreur qu'il avait faite. Je n'ai même pas besoin de dire qu'après cet accident bizarre, les protocoles de sécurité pour les tournages de sauts en parachute ont complètement changé dans le monde entier. Et tout le monde doit vérifier très soigneusement tout le matériel pour s'assurer que personne n'oublie rien. Imagine, tu vis dans un appartement à New York, tu as une vie super chargée, tu travailles toute la journée, mais tu as aussi une vie sociale, n'est-ce pas? Donc tu passes à peine du temps dans ton appartement à vraiment profiter de la vie à New York. Tu ne manges presque jamais chez toi, mais tu as quand même un peu de nourriture dans ton frigo ou garde-manger, non? Il faut bien survivre. Mais ces dernières semaines, tu as commencé à avoir l'impression que ta nourriture disparaît plus vite que d'habitude. C'est exactement ce qui est arrivé à un jeune homme appelé Joe Cummins. En 2019, il a vécu une situation comme celle-ci. Il a posté une vidéo sur YouTube qui est devenue virale à l'époque. Et aujourd'hui, cette vidéo compte plus de 21 millions de vues.
Dans la vidéo, il explique que comme il a remarqué que sa nourriture diminuait plus vite que d'habitude, il a d'abord soupçonné sa petite amie qui vivait avec lui. Ils avaient convenu que chacun achèterait sa nourriture, car leur régime différait. Elle était végane et n'aimait pas ce qu'il prenait. Il a donc proposé « Tu achètes la tienne, j'achète la mienne ». Mais Joe était convaincu qu'il se passait quelque chose de vraiment étrange parce que la nourriture disparaissait très vite. Il a donc commencé à faire très attention à la nourriture qu'il avait. Par exemple, s'il buvait du jus, il faisait une marque sur la boîte pour savoir combien il en avait bu, juste pour être sûr qu'il ne devenait pas fou, n'est-ce pas? Mais rien à faire, quand il revenait voir la brique de jus, quelqu'un en avait bu. Il disait « Les gars, ce n'est pas possible ». Il était convaincu que ça ne pouvait être que sa petite amie, il n'y avait personne d'autre qui entrait dans l'appartement. Alors il a décidé qu'il allait la prendre, là, sur le fait. Alors, pendant la journée, il est allé acheter une de ses caméras de sécurité et il l'a installée discrètement, dirigée vers la cuisine, et il s'est dit « Je vais surprendre ma petite amie en train de manger ma nourriture, hein ?» Il a mis la caméra là et il est allé dormir. Le lendemain, quand il est allé regarder les images, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa petite amie qui mangeait sa nourriture. La vidéo débute alors qu'il ajuste la caméra, la positionne correctement, puis va se coucher. Quelques heures plus tard, on peut entendre du bruit venant des placards qui semblait être juste au-dessus du garde-manger. Et puis tout à coup, on voit une femme sortir du placard. C'est fou, non? Elle s'étire complètement, descend très lentement et pose les pieds sur la table. Avec beaucoup de précautions pour ne faire aucun bruit, elle tire le tabouret, n'est-ce pas, de la table pour pouvoir descendre de là où elle était. Ensuite, elle monte sur le plan de travail et fait pipi dans l'évier. Regardez ça. Et puis elle commence à fouiller dans le frigo. On la voit boire du lait directement à la brique. Elle prend plein de choses dans le frigo. Mais là, tout à coup, elle commence à entendre du bruit venant de la chambre et elle s'enfuit rapidement pour aller se cacher juste là, sur le canapé. Et le bruit venait de Joe qui allait boire un verre d'eau au milieu de la nuit et il met quelques minutes à faire ça. Il retourne dans la chambre et la voit libre, la femme attaque à nouveau le frigo. Ensuite, elle ouvre le garde-manger, prend encore quelques trucs et décide de retourner dans sa cachette. Elle avance tout doucement, pousse le petit tabouret, grimpe à nouveau sur l'armoire et reste là. Le lendemain, on voit Joe se réveiller le matin, aller jusqu'au réfrigérateur et prendre le même lait que la femme a bu dans la petite boîte. On le voit boire le même lait que la femme. Regardez ça. Quand il a pris la caméra et a décidé de regarder les images, quand il a vu que c'était une femme qui vivait dans son armoire, il a eu un choc et a appelé directement la police. La police est arrivée dans son appartement, ils ont fait sortir la femme de là et l'ont arrêtée sur le champ. Les policiers pensent qu'elle est entrée dans l'appartement par la sortie de secours, parce que l'immeuble avait ses escaliers d'urgence. Comme on voit dans les films, il y avait ces escaliers-là. Ils ont aussi dit qu'avec les affaires qu'ils ont trouvées dans l'armoire où elle se cachait, on pouvait estimer qu'elle était là depuis au moins 2 semaines. Imagine ça. Et voici un extrait de la vidéo que Joe a postée sur sa chaîne YouTube.
Les habitants d'une petite communauté rurale à Fairdale, dans l'Illinois, aux États-Unis, sont déjà très habitués aux tempêtes et aux tornades, car c'est très courant dans la région. Le 9 avril 2015, la ville s'est réveillée sous une pluie battante et des vents très violents. Les météorologues prévoyaient que ce jour-là serait vraiment terrible, un jour de chien. Pluie toute la journée, vent fort, orage, et que le soir, il était possible qu'une tornade frappe la région. Les membres de la défense civile ont commencé à conseiller aux habitants des villes d'évacuer la ville, mais ceux qui décidaient de rester devaient être conscients de ce qui se passait, et si la tempête devenait trop forte, ils devaient chercher des abris, avoir un plan B pour se protéger, n'est-ce pas? Soit protéger leur maison, soit aller dans un abri désigné. Certains météorologues prévoyaient même que cela pourrait être l'une des plus grandes tornades à frapper la région, de toute l'histoire en fait. Moi, j'étais déjà partie depuis longtemps. Mais les habitants de Fairdale étaient déjà très habitués à cela, et ils faisaient face à des tornades, des tempêtes, comme ça, toute leur vie. Les météorologues n'inspiraient pas vraiment confiance. Ils pensaient que ça renverserait peut-être un poteau ou casser quelque chose, mais personne n'imaginait que ce serait si fort. Mais comme cela avait été prévu, plus les heures passaient, plus la tempête devenait forte. Vers 6 heures du soir environ, toutes les prévisions s'étaient déjà confirmées, ça allait être l'une des plus grandes tornades de l'histoire de la région. Et ils suppliaient les habitants de partir, de quitter la ville. Même ainsi, la majorité des habitants de Fairdale a décidé d'affronter la tempête et de rester chez eux. À 7 heures du soir, les météorologues ont dit que ce n'était qu'une question de temps avant que la tornade n'arrive. Et elle pourrait être encore plus grande que la tornade qui a eu lieu en 2013 dans l'Illinois, où elle a tué 8 personnes et détruit toute la ville, et que cette tornade d'aujourd'hui allait traverser la ville et allait probablement finir par tuer quelqu'un. 15 minutes plus tard, à 7h15, la tornade est arrivée de plein fouet, touchant la frontière de la ville. La tornade était gigantesque, avec un rayon d'environ 1000 à 1600 mètres, et des vents qui atteignaient 320 km par heure. Imagine. Pour aggraver les choses, la tornade se déplaçait d'une manière horrible, pas très habituelle. Normalement, des tornades de cette taille se déplacent à plus de 50 km par heure. Mais cette tornade se déplaçait beaucoup plus lentement, environ la moitié de cette vitesse, ce qui finit par causer beaucoup plus de destruction, puisque le centre de la tornade reste plus longtemps au-dessus de l'endroit où elle passe, et alors les vents arrachent et emportent tout sur leur passage. À 7h30, Clem Schultz et sa femme, Gary, étaient à la maison parce qu'ils avaient décidé d'y rester, parce qu'ils avaient déjà affronté cela plusieurs fois. Alors, ils ont dit « Non, restons à la maison ». Clem était assis là dans le salon, regardant la télévision, en train de se détendre, et il attendait de voir quel serait le meilleur moment pour qu'ils descendent à la cave, pour se protéger du tornado. À ce moment-là, dans cette paix totale de Clem, il entend sa femme Gary crier. Elle disait « Viens ici pour l'amour de Dieu », désespérée. Elle montrait la fenêtre et disait « Regarde ça ». Quand il a regardé par la fenêtre, il a eu un choc quand il a vu la taille de la tornade, qui était déjà à presque 1 kilomètre de leur maison. Mais il a observé la tornade pendant quelques secondes. Il a dit qu'il avait l'impression que la tornade changeait de direction. Alors il a dit « Oh, on dirait qu'elle change de direction, sa trajectoire là. Mais je vais descendre, prendre des lampes de poche, quelque chose parce qu'il semble qu'on va être sans électricité. Juste pour qu'on ait un peu de lumière. » Clem monte au grenier, et il commence à chercher la lampe de poche. Des choses, tu vois, dont il aurait besoin. Et Gary est resté là dans la cuisine. Pendant qu'il cherchait, tout à coup, il a entendu un bruit. Boum! Il a sursauté. Il décide de regarder par la petite fenêtre du grenier. Et il a eu la plus grande frayeur de sa vie. La tornade n'a pas changé de direction. Et elle arrivait comme ça, droit vers leur maison. Il voit la tornade arriver comme ça, tout arraché. Une destruction totale. Clem a compris qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire là. Il n'aurait pas le temps d'y arriver. De descendre jusqu'à la cuisine. Il ne pourrait pas sortir de là où il était. La seule réaction qu'il a eue, c'était de prendre son téléphone portable et de filmer la tornade et de prier, parce qu'il croyait que c'était ces derniers instants-là. Leur maison a été complètement détruite. Clem a même cru qu'il était mort, mais il s'est rendu compte qu'il ne l'était pas, parce qu'il avait une douleur horrible à la colonne vertébrale, parce qu'il s'était fracturé une vertèbre. Il était comme ça, dans le noir complet, tout était sombre, mais il a réussi à voir les décombres bouger, et la main de son voisin, essayant de le tirer pour le sortir de là, des décombres.
Quand le voisin a enfin réussi à tirer Clem, à le sortir des décombres, il a été choqué par ce qu'il a vu. Tout son quartier était complètement détruit. Il ne restait plus rien. Il n'y avait aucune maison, il n'y avait rien, absolument rien, destruction totale, quel cauchemar. Et partout autour, c'était la même situation. Le voisin lui dit « Ne regarde pas les décombres, ne regarde pas. » Mais bien sûr, quand quelqu'un te dit de ne pas regarder, c'est évident que tu vas regarder, non? Il décide de regarder les décombres de sa maison, et il voit sa femme, Gary, morte. En plus de la femme de Clem, la femme du voisin dont la maison a aussi été détruite. Elle est aussi décédée. Aujourd'hui, cette vidéo que Clem a enregistrée de la tornade est utilisée dans des campagnes de sensibilisation. Pour sensibiliser au danger de rester chez soi pendant de fortes tempêtes et des tornades. Voici la vidéo de Clem lorsqu'il pensait qu'il était déjà trop tard. À la fin de 2016, Nintendo a lancé sa célèbre console de jeux vidéo, la Nintendo Wii. Qui s'en souvient? Et la console a été un véritable succès. Tout le monde voulait absolument la Nintendo Wii. Les gens se pressaient devant les magasins pour acheter la console de jeux vidéo. Et puis, une radio à Sacramento, en Californie, a réussi à obtenir la fameuse Nintendo Wii et a décidé d'organiser une compétition pour voir qui allait gagner cette Nintendo Wii. Le nom de la compétition, si on le traduit littéralement, c'est « Retenez votre pipi pour une Nintendo Wii ». Les règles de la compétition étaient simples. Les participants devaient boire une certaine quantité d'eau en un certain laps de temps. Il fallait ensuite se retenir d'aller aux toilettes. Le dernier à tenir sans y aller remportait la console de jeux vidéo. Et donc, la semaine précédente, la radio a commencé à faire énormément de promotions pour la compétition, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont commencé à appeler la radio, inquiets à propos de cette compétition, parce que si tu bois beaucoup d'eau en peu de temps, tu sais que sur une courte période, ça peut être fatal. Mais les DJ de la radio prenaient ça un peu à la légère, tu vois. Ils disaient « Oh non, ça n'a rien à voir, tout le monde a signé une décharge de responsabilité, tout le monde est au courant. » C'était un peu dans cette optique-là, tu vois. Et puis, le 12 janvier 2017, 18 participants ont été présentés au DJ de la radio pour commencer la compétition. Tous ont signé la décharge de responsabilité, mais l'un des participants a remarqué qu'il n'y avait rien concernant la santé. Il s'agissait surtout de publicité et d'images. L'une des participantes était Jennifer Strange, âgée de 28 ans et mère de 3 enfants. Comme toute mère, on fait tout pour ses enfants. J'en ai 2, donc je le sais. Elle voulait gagner la console pour l'offrir à ses enfants. Alors, à 6h45 du matin, tous les participants étaient déjà à la radio et la compétition a commencé. Chacun devait boire un verre d'environ 250 ml d'eau toutes les 15 minutes. Et donc, le dernier qui arrivait à résister, à ne pas aller aux toilettes et à retenir son pipi, allait gagner la console de jeux vidéo. Après environ 5 coupures, il devait être 8h du matin et plusieurs participants étaient déjà partis. Les employés de la radio pensaient que ce serait trop long. Alors, ils ont décidé d'augmenter la quantité d'eau pour voir si la compétition avançait plus vite. Après plusieurs heures à boire de l'eau, tous les participants avaient déjà abandonné, sauf 2 femmes. Et l'une d'elles était Jennifer. Lors d'une de ses interventions à l'antenne, Jennifer a commencé à dire qu'elle avait très mal au ventre. Et l'un des DJ de la radio a même plaisanté en disant « Waouh, ton ventre est super gonflé, on dirait que tu es enceinte !» Mais tout le monde a un peu pris ça à la rigolade, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, elle buvait tellement d'eau que son ventre était vraiment gonflé. Et juste après cette blague sur le ventre gonflé, une infirmière a réussi à appeler la radio. Et elle a dit que ce qu'il faisait était vraiment inadmissible. Et que quelqu'un allait finir par mourir d'une intoxication à l'eau. Qui a déjà entendu parler de ça? L'intoxication à l'eau se produit quand quelqu'un boit trop d'eau en peu de temps et finit par diluer son sang. Cela provoque un déséquilibre interne, peut entraîner un gonflement du cerveau et la personne peut même en mourir. Mais le DJ, les DJ de la radio, les employés,
Tout le monde a pris ça à la légère. Le gars a même dit « Il y a quelqu'un qui est en train de mourir là, tu sais ?» Personne n'a vraiment pris ça au sérieux. Pourtant, ils auraient dû. Évidemment, une infirmière est en train d'appeler. Mais comme tout le monde était en train de plaisanter, tout le monde riait, c'est resté comme ça. Et toute cette rivalité, toute cette compétition est arrivée à un tel point, les amis, qu'elles en sont venues à vomir plusieurs fois. Et la radio a continué la compétition? C'est fou, n'est-ce pas? C'est alors que finalement Jennifer n'en pouvait plus, elle souffrait énormément. Elle a décidé d'abandonner la compétition. Et donc son adversaire a emporté la console de jeu à la maison. Pour être arrivée en deuxième place, la pauvre Jennifer, qui était déjà toute enflée et pleine de douleur, a fini par recevoir un prix de consolation, et c'était un billet pour le concert de Justin Timberlake. Après être sortie de la radio, elle est montée dans la voiture, a pris le volant et est rentrée chez elle. Elle a commencé à ressentir un mal de tête insupportable. Elle a même dû s'arrêter sur le côté parce qu'elle ne supportait plus. Elle a commencé à pleurer, très nerveuse, avec un mal de tête et en pleurs. Elle a appelé une amie. « Écoute, je ne me sens pas bien, je viens de sortir de la radio, je ne sais pas quoi faire. » Son amie lui a dit « Jennifer, rentre vite à la maison, allonge-toi et repose-toi pour voir si tu arrives à te remettre. » Mais son amie est restée très inquiète à la façon dont Jennifer lui a parlé. Elle a dit « Je vais appeler la mère de Jennifer pour lui demander d'aller vérifier comment va Jennifer. » La mère est montée dans la voiture et est allée directement chez sa fille, évidemment. Quand la mère est arrivée chez Jennifer, elle l'a trouvée allongée sur le sol de la salle de bain, déjà sans vie, à cause d'une intoxication à l'eau. Pour conclure cette histoire, la famille de Jennifer a fini par poursuivre la radio en justice et a obtenu 16 milliards de dollars d'indemnisation. Le marathon de Boston est l'un des plus anciens et des plus importants au monde. Elle a lieu depuis 1897 et attire toujours de grands athlètes, des champions olympiques, des champions du monde, pour concourir au marathon. Ils y vont autant pour les importantes récompenses en argent que pour l'honneur d'être le champion de cette épreuve si importante. En résumé, le niveau de l'épreuve est très élevé. Mais en 1980, le résultat de l'épreuve féminine a été un choc et a surpris tout le monde. C'est parce que, même avec la présence des deux meilleures coureuses du monde, Jacqueline Garreau, l'actuelle championne canadienne, et aussi Patty Lyons, la championne américaine. À la surprise générale, celle qui est apparue en première, chancelante et épuisée, était une femme que personne ne connaissait. Son nom était Rosie Ruiz, une immigrée cubaine et coureuse amateur qui venait tout juste de franchir la ligne d'arrivée de l'une des courses les plus difficiles au monde. Elle a franchi la ligne d'arrivée en première position, en plus de réaliser le 3e meilleur temps mondial féminin en marathon. Regardez ça. Elle a été conduite sur le podium encore épuisée, à peine capable de marcher, a reçu la médaille d'or et la couronne de laurier, la déclarant championne. Sur les images, on voit qu'elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer et elle n'était pas la seule. Immédiatement, tous les athlètes d'élite et les autres personnes ont commencé à se rendre compte qu'il y avait anguille sous roche. Elle a toujours aimé courir, mais elle n'avait jamais été une vraie athlète. Au maximum, elle avait participé à quelques courses de cross-country pendant sa scolarité. Elle a fini par se blesser au genou lors de l'une de ses courses et n'a plus jamais pratiqué de sport compétitif de ce genre. Après avoir obtenu son diplôme, elle a déménagé à New York où elle travaillait comme assistante administrative. Et c'est à cette époque qu'elle a recommencé à courir, mais seulement comme passe-temps et pour essayer de rester en bonne santé. En 1979, elle a décidé de se lancer un défi et de courir le marathon de Boston. Alors elle a commencé à s'entraîner, elle courait tous les jours dans Central Park. Et petit à petit, elle est devenue plus en forme et s'est améliorée. Ceux qui ont déjà couru un marathon savent que c'est très difficile et pas fait pour tout le monde. Même les coureurs amateurs doivent beaucoup se préparer pour réussir à terminer l'épreuve qui fait 42 km en courant. Pour beaucoup, finir l'épreuve est déjà une victoire. Je ne le ferai jamais, les amis. Je déteste courir. Et comme le marathon de Boston est très compétitif et attire toujours beaucoup de coureurs, il faut se qualifier pour pouvoir participer à la course. Chaque sexe a un temps minimum que le coureur amateur doit avoir atteint dans un autre marathon. Comme Rosie n'avait jamais couru auparavant, elle a fini par s'inscrire au marathon de New York pour voir si elle pouvait se qualifier pour le marathon de Boston. Le 21 octobre 1979, elle et plus de 11 000 coureurs ont pris le départ du marathon de New York. Elle se sentait très bien et à sa grande surprise,
Elle a terminé la course en un excellent temps de 2 heures, 56 minutes et 29 secondes. Cela lui a permis de terminer à la 11e place parmi les femmes. Et ce temps l'a également qualifiée pour le marathon de Boston. Le marathon de Boston était prévu seulement 6 mois après le marathon de New York. Et Rose voulait se préparer encore plus pour bien réussir lors du célèbre marathon de Boston. Ses amis et collègues de travail étaient impressionnés par le bon résultat qu'elle avait obtenu au marathon de New York. Alors, son patron, qui était aussi un coureur amateur, a été tellement impressionné par son résultat qu'il lui a même proposé de payer pour qu'elle aille à Boston pour courir. Rosie s'est entraînée aussi dur qu'elle le pouvait. Tous ceux qu'elle connaissait avaient de grandes attentes et elle ne voulait décevoir personne. Le matin du 21 avril 1980, Rosie Ruiz était prête à prendre le départ du marathon de Boston. Elle avait 26 ans et son temps de qualification au marathon de New York la plaçait à la 50e position parmi les coureuses. Et elle allait partir avec le peloton d'élite. Jacqueline, la championne canadienne, était à ses côtés au moment du départ. Regardez, le coup de feu a retenti et la course a commencé. Mais cette fois, après seulement quelques kilomètres parcourus, Rosie a commencé à se sentir épuisée. Elle savait qu'elle n'allait pas réussir à terminer la course et encore moins s'approcher de ce qu'elle avait fait au marathon de New York. C'est alors qu'elle a fait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Regardez, elle a abandonné la course, est sortie sur le côté et s'est cachée derrière des arbres. Elle a attendu là pendant 1 heure, puis elle a marché jusqu'à une gare toute proche, a pris le train et s'est dirigée vers la ligne d'arrivée. Pendant ce temps, Jacqueline, qui menait la course, était suivie par les médias tout au long du parcours. C'est alors que les spectateurs qui se trouvaient sur la ligne d'arrivée ont commencé à voir une femme arriver, complètement épuisée, et ils ont commencé à applaudir, s'attendant à voir la Canadienne. Mais c'est l'inconnue Rosie Ruiz qui a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée du célèbre marathon de Boston en 1980. La foule a applaudi et est devenue folle lorsque Rosie, titubant pour franchir la ligne d'arrivée, est passée en première position et s'est jetée sur les policiers pour s'appuyer sur eux parce qu'elle était complètement épuisée. Elle a été entourée de caméras alors qu'elle se dirigeait vers le podium pour recevoir sa médaille d'or. Rosie n'avait que des sourires et des larmes de bonheur. Mais un sentiment de confusion et de scepticisme a commencé à naître parmi les personnes présentes dans la zone d'arrivée. C'est parce que Rosie a franchi la ligne d'arrivée en 2 heures, 31 minutes et 56 secondes, ce qui était le 3e temps de marathon le plus rapide jamais réalisé par une femme. Elle avait aussi amélioré de 25 minutes son temps au marathon de New York, qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. La pauvre Canadienne a franchi la ligne d'arrivée sans rien comprendre. Elle est restée sous le choc en voyant une autre femme recevoir la médaille et elle n'avait même aucune idée de qui était cette femme. Mais elle était certaine qu'aucune autre femme ne l'avait dépassée pendant la course. Elle trouvait tout cela très étrange. Pendant les interviews après la victoire, les choses sont devenues encore plus bizarres. Quand on lui a demandé ses temps intermédiaires, Rosie a répondu qu'elle ignorait ce que cela signifiait. Et quand le journaliste lui a demandé si elle faisait des entraînements fractionnés et qui était son entraîneur, elle a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était un entraînement fractionné et qu'elle était sa propre entraîneuse. Faisiez-vous des fractionnés intensifs? On m'a demandé ce que sont les entraînements fractionnés, mais je l'ignore. Qu'est-ce que c'est? Le fractionné, ce sont des séances sur piste conçues pour améliorer considérablement ta vitesse. Et si tu es passé de 2,56 à 2,31, on s'attendrait normalement à ce que tu fasses beaucoup de travail de vitesse. Est-ce que quelqu'un t'entraîne ou te conseille? Non. Je me conseille moi-même. Bill Rogers, qui a été le champion de l'épreuve masculine, a été le premier à remettre publiquement en question la victoire de Rosie. Ils ont participé à une émission de télévision le lendemain où seuls les champions étaient interviewés. Et Bill a dit à Rosie que c'était sa chance de dire la vérité. Rosie a commencé à pleurer et a affirmé qu'elle avait gagné l'épreuve légitimement. Maintenant, sa victoire était remise en question par tous les médias et cela est devenu un scandale mondial. L'Association athlétique de Boston a ouvert une enquête contre Rosie. À cette époque, il n'existait pas de puce d'identification, donc il était presque impossible de prouver qu'elle avait bien suivi le parcours. L'enquête s'est alors tournée vers toutes les images et les plus de 10 000 photos prises pendant la course. Une équipe de spécialistes a examiné tout le matériel et n'a pas réussi à trouver Rosie sur aucune des photos ou vidéos. C'est alors que le marathon de New York a également ouvert une enquête sur Rosie pour déterminer si sa performance là-bas était légitime ou non. Ce qu'ils ont découvert a marqué le début de la fin de cette supercherie.
le marathon de New York a examiné les vidéos de tous les coureurs franchissant la ligne d'arrivée. Et Rosie n'a jamais été filmée pendant tout le parcours. Et la raison à cela, c'est qu'elle a également triché lors de cette course. Elle a quitté la course vers le 15e kilomètre, est allée jusqu'à une station de métro, a pris le train et s'est dirigée vers la ligne d'arrivée. Dans le métro, elle a discuté avec une autre passagère appelée Suzanne Morrow, une photographe qui se rendait également à la ligne d'arrivée, là-bas à Central Park. Rosie a dit qu'elle s'était foulée la cheville, mais qu'elle voulait aller jusqu'à la ligne d'arrivée pour encourager les autres coureurs. En arrivant à la station près de la ligne d'arrivée, elle s'est rendue à la tente des secours médicaux. Elle a dit qu'elle avait terminé la course et qu'elle ne se sentait pas bien. C'est là qu'ils ont enregistré son temps de 2 heures et 56 minutes. De retour à Boston, l'étudiant universitaire a dit qu'il regardait la course et qu'il se trouvait à environ 2 km de la ligne d'arrivée. Quand soudain, il a senti une femme passer derrière lui, puis elle est revenue sur le parcours et a couru vers la ligne d'arrivée. Il n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Mais le lendemain matin, il a eu un choc en voyant la photo de cette femme en première page du journal, présentée comme la championne. Le même jour, Suzanne Morrow, la photographe qui avait parlé avec Rosie dans le métro de New York, a aussi reconnu Rosie et a décidé de raconter ce qui s'était passé dans le métro ce jour-là. Et le soupçon, c'est qu'elle avait aussi triché lors du marathon de New York. Lors de sa conférence de presse, Rosie a déclaré qu'elle n'avait pas triché et a continué d'affirmer qu'elle avait tout gagné honnêtement. Elle s'est fait passer pour une victime et a dit qu'elle était persécutée parce que les organisateurs de l'événement ne voulaient pas qu'une amatrice gagne. Ils voulaient que les célébrités gagnent. 8 jours après que Rosie Ruiz ait gagné le marathon de Boston, il a été officiellement annoncé qu'elle était disqualifiée du marathon de New York. Avec cela, sa place pour le marathon de Boston a été considérée comme frauduleuse. Ainsi, son titre du marathon de Boston lui a été retiré. Elle a maintenu son innocence et a refusé de rendre la médaille. Après le scandale de tricherie au marathon de Boston, la vie de Rosie a commencé à décliner. Son patron, qui avait payé son voyage à Boston, a fini par la licencier lorsqu'elle est revenue à New York. En 1982, Rosie a trouvé un emploi de comptable dans une agence immobilière à New York. Elle a commencé à détourner de l'argent et à falsifier des chèques. Regarde les chèques. La femme était malhonnête et tricheuse dans tout dans la vie, apparemment. N'est-ce pas ? Dans un retournement du destin, elle a été arrêtée exactement le jour du marathon de Boston en 1982 et elle a été arrêtée pour avoir volé 60 000 $ à l'entreprise. Elle a passé une semaine en prison et a été condamnée à 5 ans de probation. Mais si tu penses que maintenant qu'elle a été arrêtée, elle allait se ranger, détrompe-toi. Elle a fini par devenir trafiquante de drogue. En 1983, elle s'est retrouvée à faire une grosse vente de farine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'acheteur était un policier en civil. Elle a été arrêtée et condamnée à 3 ans de probation. En 1988, Rose a rencontré Margarita Alvarez lors d'une fête d'un ami commun. Les deux sont devenus meilleurs amis et ont rapidement entamé une relation amoureuse qui a duré jusqu'à la mort de Rose, le 8 juillet 2019. Elle a lutté contre le cancer pendant plus de 10 ans et est décédée à l'âge de 66 ans, et elle a soutenu jusqu'à sa mort qu'elle avait, oui, honnêtement, gagné le marathon de Boston. Cependant, l'un de ses meilleurs amis, Steve Merrick, a raconté au Boston Globe que Rose lui avait avoué la vérité. Elle ne savait pas que la première femme n'avait pas encore franchi la ligne d'arrivée lorsqu'elle est revenue dans la course. Son intention n'était pas de gagner la course, c'était simplement de la terminer. Et là, elle a été choquée quand elle a vu qu'elle était arrivée en première place. Elle a profité du moment en montant sur le podium pour recevoir la médaille, sans jamais imaginer que cela mènerait à l'émis obtenu ensuite. Le scandale de la tricherie de Rose a poussé le marathon de Boston à apporter de nombreuses améliorations pour que cela ne se reproduise plus jamais. Des caméras de télévision suivent désormais les coureurs du début à la fin et chaque concurrent reçoit des puces de suivi à porter pendant toute la course. Ces puces sont fixées soit sur les chaussures, soit sur les dossards, ce qui permet de surveiller les coureurs à tout moment. Cette femme a surmonté un obstacle que peu de gens arrivent à franchir. Elle s'appelle Elizabeth Finch et c'est une grande scénariste à Hollywood. Elle a travaillé sur des séries comme True Blood et Vampire Diaries. Mais un jour, elle a reçu un appel téléphonique de son médecin avec une terrible nouvelle. Il lui a dit qu'elle avait un type très rare de cancer des os et que c'était grave. C'était tellement grave
qu'il était presque certain qu'elle n'allait pas survivre, tu imagines. Mais elle est forte et elle refuse de perdre sans se battre. Alors elle commence immédiatement le traitement par chimiothérapie. Elle perd beaucoup de poids, elle devient chauve et vomit constamment. Mais elle ne baisse pas les bras. Pour garder l'esprit occupé, elle commence à faire ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire écrire. Elle a écrit sur son combat contre le cancer et son histoire a touché beaucoup de gens. Et elle a même été publiée dans certains articles et magazines. Ces articles ont attiré l'attention de certains producteurs d'Hollywood et elle a fini par être engagée pour écrire quelques scénarios pour la plus grande série dramatique médicale de tous les temps à la télévision. Grey's Anatomy, qui regarde ici? Bien sûr, les médias ont adoré cette histoire et par conséquent, Elizabeth est devenue super célèbre. Elle a donné de nombreuses interviews et écrit des articles. Elle a également écrit un épisode entier pour la série basé sur son combat contre le cancer. Et elle a même fait une apparition en tant que figurante dans cet épisode. Même si le cancer rongeait Elizabeth petit à petit, les choses me semblaient bien se passer pour elle. Mais cela n'allait pas durer longtemps. Parce que malheureusement, à cause de certaines complications du traitement, elle a dû subir une opération d'urgence pour retirer quelque chose de ses reins. Elle n'avait plus que « calme-toi, une autre mauvaise nouvelle arrive ». Encore ? Je veux envoyer un bisou à Christiane et à Anna Thaïs de Fortaleza, et aussi à Sidinia de Hortolândia, São Paulo. Bisous pour vous. C'est parce qu'entre-temps, elle est tombée enceinte. Et elle a dû interrompre cette grossesse à cause du traitement de chimiothérapie. Et puis un de ses meilleurs amis est mort lors d'une attaque terroriste. Et ça l'a complètement traumatisée. Elle a dit qu'elle avait même été autorisée par la police à entrer sur la scène du crime et qu'elle a reconnu son ami. Ou plutôt ce qu'il restait de son ami, n'était-ce pas? Une vraie malchanceuse. Après ça, elle a eu besoin de prendre du temps pour elle afin d'oublier tout ça. Elle s'est fait admettre dans une clinique de santé mentale en Arizona. Là-bas, à la clinique, Elizabeth a rencontré une autre patiente appelée Jennifer. Et elles se sont tout de suite bien entendues. Une chose en entraînant une autre, elles sont tombées amoureuses et ont emménagé ensemble. Grâce à cette nouvelle relation, il semblait que la vie d'Elizabeth reprenait enfin son cours. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle ressente une douleur très forte et Jennifer se précipite avec elle pour l'emmener à l'hôpital. Il pense que cela pourrait être des calculs rénaux. C'est un risque élevé en raison de sa santé fragile et du fait qu'elle n'a qu'un rein, n'est-ce pas? C'est là que l'histoire devient étrange. Regarde bien, le médecin fait tous les examens et vérifie si Elizabeth a des calculs rénaux. À la grande joie de tous, ce n'était pas le cas. Mais ce qui était étrange, c'est que le médecin a dit que ses reins étaient en bonne santé. C'est bizarre puisqu'elle n'a qu'un seul rein, non? Jennifer a entendu ça. Elle a finalement abandonné, pensant que le médecin pouvait s'être trompé. Quelques mois plus tard, Jennifer et Elizabeth se marient. Mais en vivant sous le même toit qu'Elizabeth, Jennifer commence à se méfier des problèmes de santé de sa femme. Alors, elle décide de commencer à fouiller les réseaux sociaux d'Elizabeth et remarque beaucoup de choses étranges. Comme, par exemple, des photos d'Elizabeth chauve à cause de la chimiothérapie, mais qui a toujours ses sourcils et ses cils. Ils ne sont pas tombés. Alors, elle décide de confronter son épouse. Et après tout ce temps à publier des articles, à être engagée par Grey's Anatomy et même à se marier, Elizabeth avoue à Jennifer qu'elle n'a pas de cancer, qu'elle n'a jamais eu de cancer, que tout cela, elle l'a inventé. Regardez ça. Et ce n'est pas tout. Apparemment, tous les traumatismes qu'elle a traversés sont aussi des mensonges. Elle n'a jamais été enceinte ni dû interrompre une grossesse à cause de la chimiothérapie. Son meilleur ami n'est jamais mort dans une attaque terroriste. Tout cela est un mensonge. Aucun amour ne peut survivre à un tel mensonge, n'est-ce pas? Jennifer a complètement déchanté et elles ont fini par divorcer. Moi aussi je l'aurais fait. J'étais folle. Pour aggraver les choses, Jennifer découvre qu'Elizabeth utilisait ses histoires très intimes et ses traumatismes pour écrire des scénarios. Et elle racontait même au bureau que c'était elle qui avait vécu ces traumatismes. Tu te rends compte? C'est là que Jennifer a décidé de tout balancer. Elle a appelé les patrons de son ex-femme là-bas à Grey's Anatomy et elle a tout raconté. Voilà. Elle a tout dit. Inutile de préciser que c'était un énorme scandale. Elizabeth a été massacrée dans les médias, humiliée comme une charlatane et elle a fini par démissionner de l'émission. Aujourd'hui, sa carrière d'écrivaine à Hollywood est terminée. Personne ne l'engage pour quoi que ce soit. Même pas pour écrire le menu d'un boui-boui du coin. Non, rien. Personne ne l'engage pour rien. Vous avez aimé une histoire un peu différente? Laissez déjà dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces histoires vraiment bizarres. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, mettez un like, partagez, envoyez ça à ceux qui aiment le sport.
envoyez et partez tout de suite. D'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Au revoir!